Espace TV, le 22h. Savoir et comprendre, c'est dans ce 22h. Bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Antonio Soare, désormais seul candidat à sa propre succession pour la présidence de la Fédération guinéenne de football. Son principal challenger, Kelfara Persson Camara, a accepté de tirer son épingle du jeu. C'est pour le triomphe du football guinéen, a réagi les acteurs du sport roi. Seuls les cas des détenus politiques retiennent l'attention de l'opinion. Pourtant, ils sont eux, plus de 200 jeunes qui croupissent dans les geôles de la maison centrale de Conakry. Les avocats appellent les détenus impopulaires à l'image donc du jeune cadreur indépendant Amadou Youndé Diallo, incarcéré depuis plusieurs mois et qui attend toujours que la justice guinéenne s'intéresse à son cas. On vous servira en fin de journal notre traditionnelle rubrique des grands formats. Notre angle de ce soir s'intéresse au périple cauchemardesque d'une immigrée qui a donc tout tenté et tout vécu sans pour autant atteindre son rêve, obtenir son master en France. Voilà pour le titre. Bienvenue à tous. C'est l'information majeure de la soirée. Le champ est désormais libre pour Antonio Soare, Kelfara Persson Camara, même s'il n'avait pas officiellement annoncé sa candidature, a accepté de se retirer de la course pour la présidence de la Fédération guinéenne de football. C'est le président de la Ligue guinéenne de football professionnel, le général Mathurin Bangoura, qui l'a annoncé cet après-midi. Mamadou Boïba et Lamine Silla ont recueilli ses propos. Informer l'opinion nationale et internationale que nous avons trouvé un compromis. Il n'y aura pas de deux candidats aux élections de la Fédération guinéenne de football pour le poste du président. Un seul candidat est retenu pour le poste de président aux élections de la Fédération, des membres de la Fédération guinéenne de football. Et le candidat que nous avons retenu, le frère KPC à ma droite, après consultation, on a réussi à mettre sur lui, la pression sur lui, pour qu'il donne la possibilité à son grand frère, notre grand frère, Antonio Soare, de continuer à diriger la Fédération guinéenne de football. Les deux là, ils sont les acteurs principaux de l'évolution de notre football aujourd'hui. Parce que qui parle football parle de moyens. Et c'est le football guinéen qui gagne. Il faut peut-être s'inquiéter ou au plus renforcer les mesures barrières alors que tout semblait mieux aller avec la fin prochaine d'Ebola en Guinée. Le village de Kapagalay, dans la sous-préfecture de Souluta, à Zérekoré, a enregistré de nouveaux cas confirmés du virus. Les dispositions sont prises pour retrouver et vacciner les contacts des malades, une action qui semble du moins difficile avec la réticence des populations, même si pour le moment, 120 personnes ont été vaccinées. Alceni Bari, Yacouba Traoré. Le dernier cas confirmé avait été enregistré le 4 mars dernier. À cela s'ajoute la vaccination et les campagnes de sensibilisation. Le bilan faisait état de 14 cas confirmés et 5 décès. Mais le 22 et 26 mars dernier, 3 décès successifs sont enregistrés dans le village de Kapalay, dans la sous-préfecture de Souluta, en Zérekoré, ce qui attire l'attention des autorités. Nous avons enregistré un premier nouveau cas confirmé, c'est après le 4 mars, le 1er avril, et le 2 avril, un second nouveau cas confirmé. Donc cela porte aujourd'hui à 16 cas confirmés le total depuis le 13 février dernier. Et les cas probables, c'est-à-dire les personnes décédées qui, selon l'enquête, sont dans la chaîne de transmission, mais pour lesquelles on n'a pas d'arguments de laboratoire. Donc nous avions 4 au départ, donc plus les 3 qui sont survenus entre le 22 et le 26 mars dernier, donc ça fait 7 cas probables. L'autre inquiétude, ces derniers cas n'étaient pas suivis par le personnel sanitaire. La seule arme reste le vaccin. Et 240 personnes ont été déjà vaccinées, dont 120 à Souluta. Au total, 5365 personnes ont été vaccinées depuis le 3 février 2021, début de la maladie. Les gens n'étaient pas malheureusement dans notre suivi. Vous savez, il faut être logique et reconnaître qu'on ne peut jamais lister tous les contacts d'une épidémie.
En Guinée, ce n'est pas seulement Ebola qui règne, mais le Covid-19 aussi. Jusqu'à hier, on avait 20 506 personnes confirmées de Covid-19 et parmi lesquelles il y a 17 995 qui se sont rétablis. Donc nous sommes autour de 87,8% de guérison. Et malheureusement, il y a 130 personnes qui sont mortes de Covid-19 dans nos différents sites de prise en charge. La lutte contre les deux maladies est confrontée à la réticence des populations, marquée par des mesures barrières foulées aux pieds et les sensibilisateurs, parfois chassés dans certaines localités. Un reportage signale Sénibaré et Akouba Traoré. Vous le savez, depuis le week-end dernier, le monde culturel guinéen est en deuil. L'artiste Abraham Makole, plus connu sous le nom de Navigator, est décédé des suites d'un accident de la circulation survenu dans la soirée du samedi 3 avril à Conakry. Le drame est survenu aux environs de 21h à Dapompa, dans la commune de Matoto. Navigator circulait à moto avec un de ses amis en direction de l'Ansanea Barrage. Mohamed Valek Touré et Blake Camara ont recueilli des témoignages des proches et amis. Tous parlent d'un artiste qui était donc promu à une brillante carrière. Suivez. Abraham Makole, connu sous le surnom de Navigator, et son conducteur ont tous trouvé la mort dans la nuit du samedi dans un accident de la circulation au quartier d'Abompa. Depuis l'annonce de son décès sur les réseaux sociaux, Hans, amis et collaborateurs ont décrit un artiste exceptionnel promu à une brillante carrière. Sa mort prématurée a secoué le monde musical. Je venais à peine de parler avec lui. Un jour après, il a insisté qu'il vienne me voir à la maison, que je lui manquais beaucoup. Parce que franchement, il a beaucoup de respect pour moi, il me considère beaucoup. Quand on m'appelait à 21h, qu'il a eu un accident, j'étais complètement bouleversé. Et il ne savait même pas quoi faire, franchement. Parce que Navigator, c'est un frère. Le ministère de la Culture et du Patrimoine historique a honoré le jeune artiste en prenant en charge les frais liés à son inhumation. C'est dommage qu'il ait été victime de cet accident tragique hier. Et j'en profite d'ailleurs pour présenter mes sincères condoléances à la famille biologique du jeune Navigator, mais aussi à son ami d'infortune qui a trouvé la mort avec lui et qui ont été tous enterrés hier dans la dignité. Le ministère de la Culture en a fait son problème, ce qui fait que toutes les dépenses ayant trait à l'organisation de ces funérailles ont été prises par le gouvernement. Navigator, autrefois jeune prodige du dancehall, avait aussi des amis avec lesquels il a partagé de bons souvenirs. Animateur culturel, Bad, son premier manager qu'il avait aussi reçu sur son plateau télé le 10 novembre dernier, est sous le choc. Je me suis dit peut-être que c'est un poisson d'avril. Quelque temps après, mon téléphone a continué à sonner et j'ai vu sur Internet que c'était vrai. Et après, j'ai reçu des appels de certaines personnes officielles. On a travaillé entre 2013 jusqu'en 2015, on a travaillé ensemble. J'ai été à la tête de l'organisation de son premier concert officiel ici à Conakry, c'était au Palais du Peuple. Et je retiens encore la date, c'était un 29 mai 2015. On a organisé le concert Ragatoncé au Palais du Peuple. Et oui, c'était moi qui étais là pour organiser. En ce moment, je l'ai très bien côtoyé. Je jouais un peu le rôle de manager et d'encadreur pour lui. Le concepteur de Ragatoncé a malheureusement été emporté ce samedi 3 avril 2021 à Conakry. Paix à l'âme donc de l'illustre disparu. Les réseaux sociaux sont-ils devenus des lieux de dépravation des mœurs, un moyen de déshumanisation? Ces questions méritent d'être posées. Ces derniers temps, des images particulièrement choquantes sur des corps ou blessés appelant à l'aide circulent sur ces médias sociaux. Des internautes prennent du plaisir à filmer et diffuser ces scènes sensibles sans aucun respect pour la dignité humaine. Mamadou Kalisso, Kerno Sadouba. 1600 likes, 561 commentaires et 1700 partages en un laps de temps. Pourtant, le contenu de cette vidéo est particulièrement choquant. Des images et vidéos horribles de l'accident tragique qui a coûté la vie à l'artiste Navigator ont fait le tour du monde. Des internautes qui ne se soucient guère de heurter la sensibilité du public. Les images qui ont été publiées
après l'accident brutal qui a emporté l'artiste Navigator sont très très choquantes, surtout si on essaye de se mettre à la place des membres de la famille de l'artiste qui n'étaient pas encore informés et qui ont appris le décès de leurs proches à travers ces vidéos. Ça, c'est des chocs quand même qui ne peuvent pas oublier de sitôt. Actuellement, beaucoup de citoyens apprennent la mort de leurs proches via les réseaux sociaux. Des vidéos et images amateurs particulièrement déshumanisantes sont diffusées. Le respect de la dignité humaine est le cadet de leurs soucis. La course au scoop et les likes sont leur motivation. Oui, c'est pourquoi même il y a certains aujourd'hui qui estiment que le scoop est mort, dans ce sens que les citoyens qui sont beaucoup plus en contact direct avec les événements se permettent eux-mêmes de les relayer, alors que par le passé, c'était plutôt aux journalistes d'aller courir sur les lieux. La recherche des likes, partages et commentaires au détriment de la dignité humaine. Ces sociologues y voient une forme d'incivisme numérique, la dépravation des mœurs qui prohibe ce genre de comportement. On n'expose pas le corps humain, quelles que soient les circonstances. Mais aujourd'hui, on constate qu'on expose même des cadavres dans les cimetières. Aujourd'hui, on constate qu'on expose des personnes accidentées qui ont besoin de secours. Au lieu de les secourir, on se met à prendre des images et à publier en direct. Et on s'en félicite. Ces consultants en éducation pointent du doigt la désuétude du système éducatif guinéen. Il est complètement en déphasage avec l'évolution du monde. Il interpelle. Aujourd'hui, quand on parle d'incivisme, ce n'est pas seulement le comportement dans la rue, le comportement en famille, le comportement avec ses semblables. C'est aussi le comportement dans les médias sociaux et aussi les médias traditionnels. Il faudrait que cela soit instauré dans nos programmes d'enseignement. Nous sommes des Africains. Donc tout ce que nous devons faire sur les réseaux sociaux, il faudrait que ça reflète nos valeurs culturelles. Il faudrait que ça reflète nos valeurs sociales. Il faudrait que ça reflète nos mœurs et nos us. C'est extrêmement important. Les réseaux sociaux rapprochent les humains. Leur mauvais usage peut être dangereux pour l'humanité. L'ancien président des États-Unis, Barack Obama, a déjà interpellé la jeunesse africaine en ces termes. Si vous voulez être quelqu'un demain, méfiez-vous des réseaux sociaux. Autre actualité de cette édition, les détenus impopulaires, c'est comme ça, les avocats les appellent. Leur existence est cachée par le cas des détenus politiques qui focalisent toutes les attentions et même dans les débats. Ils sont cependant un nombre important, plus de 200 jeunes qui passent des jours sombres dans les geôles, donc à la maison centrale. À l'image d'Amadou Yulde Diallo, ce cadreur indépendant et collaborateur de l'équipe de campagne de l'UFDG a été arrêté et incarcéré depuis plusieurs mois. L'avocat maître Salifou Béavogi exige sa libération pure et simple, ainsi que tous ceux qui se trouvent dans la même situation. Mamoudou Boulere Diallo l'a interrogé. Suivez. Ils sont nombreux de jeunes incarcérés à travers le pays à attendre l'organisation d'un procès afin d'être situés sur leur sort, informe l'avocat Salifou Béavogi. Il cite le cas du jeune Amadou Yulde Diallo en exemple. Il est vaguement poursuivi pour tous les faits qu'on reproche aux autres, notamment l'association de malfaiteurs, coups et blessures, destruction d'édifices. Tout y est. Mais en réalité, certaines émotions, il a été simplement arrêté et continue à souffrir en prison parce que tout simplement il est le caméraman de l'UFDG, il est le caméraman du président Sello. Nous espérons qu'il pourra être libéré dans les meilleurs délais. Il a fait combien de temps en prison et quel est son état d'âme? Je l'ai trouvé le moral au top et il prend son mal en patience, il s'en remet à son destin et à la volonté de Dieu. Et il est là quand même, il y a plus de 3 ou 4 mois. Il a été kidnappé à son domicile, conduit à la DPJ et on n'a rien trouvé sur lui absolument de compromettant. Mais malgré tout, il continue à rester en prison parce que tout simplement, comme je le dis tantôt, il est le caméraman du président Sello, c'est tout. C'est une injustice inqualifiable.
Depuis la fin du mois d'octobre 2020, c'est-à-dire quelques temps après la présidentielle validant le 3e mandat pour le président Alpha Condé, l'avocat révèle qu'ils sont des centaines de jeunes privés de liberté. Leurs familles vivent dans l'incertitude. Nous exigeons qu'ils soient soit libérés tous ou jugés. Voilà, parce que 5 mois déjà, bientôt 6 mois, je pense que leur dossier doit être prêt. Parce que nous avons décidé de suspendre notre participation alors que nous envoient leur dossier et qu'on en débatte. Les parents de ces prisonniers croisent les doigts en espérant que l'appel de leur avocat sera entendu. En Guinée, le marché devient de plus en plus difficile, les prix grimpent et à quelques jours du mois de Ramadan, les citoyens ne souhaitent pas entamer le mois saint. Dans ce contexte, ils appellent l'État à faire face à cette situation. Reportage Marissa Camara et Abokardine Camara. À 8 jours du mois saint de Ramadan, les citoyens guinéens sont préoccupés pour la hausse du prix des denrées alimentaires. Aujourd'hui, nous avons fait un tour dans le marché de Koloma où les femmes montrent leurs amertumes face à cette situation. S'il n'y en a pas de nourriture, tu ne peux pas gêner ça. Si tu es malade, tu ne peux pas gêner ça. Parce qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de nourriture. Tout ça là, on prie le Dieu. Dieu va nous aider pour qu'avec le gouvernement encore, qui va diminuer les prix. Buntorabi Camara est trop inquiète. Elle lance du coup un appel à l'État. Bientôt le mois de Ramadan et déjà tout est cher dans le marché. Le président doit nous aider. La vie à Conakry est chère. Maintenant, 50 000 francs ne peuvent pas suffire pour la nourriture. Le sucre, on n'en parle même pas. Cette autre vendeuse se permet de nous détailler les prix des différentes denrées alimentaires. Maintenant, tout est cher. L'oignon, l'huile, tout. Le sac de sucre est vendu à 400 000. L'oignon à 200 000 francs le sac. Le riz est également cher. Il faut que l'État nous aide. Les citoyens espèrent une réaction de la part des autorités pour la baisse du prix de ces denrées alimentaires afin de débuter le Ramadan dans les meilleures conditions. Le reportage de Marissa Camara. Cela fait 48 ans depuis que le dragon Aboubakar Demba Camara est mort à Dakar des suites d'un accident de la circulation. À l'occasion donc de cette commémoration, les proches de l'artiste implorent la grâce divine en faveur de l'âme du Tintemba. Ismaël Labé et Yacouba Traoré pour plus de précisions. Né en 1944 à Saraya, petite ville de Kouroussa, Aboubakar Demba Camara s'est vite fait une place de choix dans le monde musical guinéen. Décédé à 29 ans, alors qu'il était plein d'énergie pour son pays, Demba Camara reste encore dans les esprits. C'est un sentiment de tristesse pour un jeune à la fleur de l'âge. Vous savez que Demba a laissé des titres intemporels et aussi des titres qui ont fait l'objet de dépôt légal au niveau de cette structure. À chaque 5 avril, sa famille biologique, accompagnée des proches collaborateurs, organise un sacrifice pour implorer Dieu en faveur du Tintemba. Si on entend Aboubakar Demba, c'est la Guinée. Aboubakar Demba ne m'appartient pas à moi, c'est mon père. Mais il appartient à la Guinée. Pour les mécènes de la culture, la mort de Demba est une énorme perte pour la jeunesse africaine. Il y a tellement de décès ce jour-là, on ne sait même pas là tourner la tête. On a venu de perdre un jeune artiste qui n'a même pas fait peut-être 30 ans dans sa vie. Et non, aujourd'hui, Demba qui est décidé regarde aujourd'hui, le destin de la différence de l'âge. Le 30 mars 1973, Demba et Bembeya ont quitté Conakry pour un concert à Dakar. Malheureusement, tous reviendront vivants, sauf le Tintemba.
Bientôt la compétition du Grand Prix de Russie en boxe taille. Si les athlètes guinéens sont prêts, la fédération, quant à elle, craint de manquer cette énième compétition. Faute de moyens, la Guinée sera donc représentée par Patrice Gomou dans la catégorie poids lourd et Aminata Conté dans la catégorie poids léger. La fédération guinéenne de boxe taille a partagé ses craintes au micro de Paul Fatia Tonkara et Mohamed Bangoura. Agréée depuis 2017, la Fédération guinéenne de boxe taille s'apprête à disputer le Grand Prix de Russie prévu du 21 avril au 5 mai 2021. Une compétition qui va connaître la présence de plus de 800 médias et athlètes venus des 4 coins du monde. Si les athlètes guinéens sont physiquement aptes, rien ne rassure cependant qu'ils vont pouvoir honorer cette invitation. Mes athlètes sont en pleine forme. Ils sont dans plein préparatif de la compétition. Mais plan financier, pour le moment, il n'y a rien d'abord qui est mis en place. On a fait une demande au ministère de la Jeunesse, au ministère des Sports, mais jusqu'à présent, où on se trouve aujourd'hui, on n'a pas encore une réponse d'abord. La Guinée est un pays au grand rendez-vous manqué. Cela s'illustre par le nombre important de compétitions internationales ratées par notre pays, faute d'accompagnement de l'État. Comme je l'ai dit, ce n'est pas la première fois qu'on reçoit des compétitions internationales. On a reçu une fois la compétition internationale de Muay Thai au Tunisie, compétition internationale, on a fait la demande, on n'a pas de réponse. On a eu encore la compétition à Abidjan tout dernièrement, la boxe Thai, non, le Muay Thai talent, les talentueux, tout ce qui font le Muay Thai. Abidjan, on a fait la demande, on n'a pas eu de réponse. On a eu la compétition au Maroc, au Cameroun, Tunisie, qu'on appelle Maroc, mais ce n'est pas facile. Comme je l'ai dit, le sport n'est pas laissé sans les moyens. La Guinée sera représentée en Russie dans 2 catégories. Le poids lourd avec Patrice Ngomou et le poids léger avec Aminata Conté. Une préparation qui n'est pas exempte de difficultés. Bon, parce que là, nous ne sommes pas d'abord accompagnés par le ministère, il faut être clair. On sait que le ministère il existe pour toutes les fédérations sportives, mais malheureusement, notre fédération d'abord, le ministère ne nous a pas d'abord fait face. Parce qu'on a raté plusieurs opportunités de voyage pour représenter la Guinée dans les compétitions de Muay Thai, de boxe arabe, plutôt de boxe Thai. Mais malheureusement, on n'a pas été subventionné, on n'a pas eu de soutien. Donc c'est là aussi, nous demandons vraiment au gouvernement, au ministère vraiment de nous faire face afin de pouvoir, parce qu'il y a plusieurs pays africains qui vont y participer. Place à présent à notre angle de ce soir d'ailleurs qui est sur Marie Soromou, une diplômée en sciences juridiques et politiques qui voulait faire le master en France. Pour y arriver, elle part en Égypte pensant avoir un visa dans quelques mois, sauf qu'elle va passer 4 ans dans le pays des pharaons avant de se retourner en Guinée. Marie Soromou ou le rêve déchu, c'est le grand angle de ce soir. Il est signé Mamadou Saliouba et Lamine Silla. J'ai bouclé le cycle universitaire en 2013 et après beaucoup de tentatives, beaucoup de dépôts de par-ci, de par-là, avec assez de galères, je ne parvenais pas à trouver le boulot. Alors, elle décide de changer de vie, de partir. À ce moment-là, une seule destination, la France. J'ai fait la rencontre d'une personne parce qu'avant j'avais tenté vers Campus France, plusieurs fois ça n'a pas marché. Et lui, il m'a dit qu'il avait une sœur en Égypte qui pourrait m'aider facilement à partir en Égypte. Et donc, je m'étais dit que là-bas, ce serait facile de transiter vers la France afin que je puisse faire le master. La suite, elle en parle à sa maman qui a tout de suite adhéré au projet. La migration régulière, toute la famille est d'accord. Elle cherche des papiers et prend un vol pour l'Égypte en espérant fouler le sol français dans les mois à venir. Mais arrivé en Égypte, tout se complique. On m'a envoyé directement à Marg. Et Marg, je vous dirais que Marg, c'est un peu comme la Guinée, et voire même que un peu la Guinée serait mieux que là. Mais bon, je suis rentrée. J'ai été hébergée par mes amis. Le lendemain, voilà que le calvaire a commencé. Je suis allée parce que j'étais très ambitieuse. Je voulais avoir un visa, je voulais voyager.
Et après beaucoup de renseignements, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas une chose qui était facile de transiter de l'Égypte en Europe par la voie régulière. En Égypte, c'est le début d'une aventure qui va durer 4 ans. Sur les photos qu'elle publie, le sourire, mais rien ne va. Les poches sont maintenant vides. Dans un pays étranger, c'est difficile de gagner du travail, mais elle parvient à trouver un emploi qu'elle n'aurait pour rien au monde accepté en Guinée. Dans mon pays, en Guinée, je n'ai jamais fait le ménage, mais dans le pays maghrébin, j'ai fait le ménage. Donc il fallait commencer par ça. Il fallait commencer par le ménage. Et une chose qui m'a le plus fatiguée, c'est quand je me suis retrouvée dans une famille où il fallait se lever à 5 heures du matin et s'endormir. Vous n'avez pas idée à quelle heure? À 2 heures du matin. 3 heures de sommeil par jour pendant 6 mois, c'est insupportable. Elle quitte cette famille et tente autre chose. Donc je suis allée dans un institut là-bas de diaspora. C'est les Camerounais qui donnent des cours là-bas. Je me suis inscrite en filière gestion comptable. Donc j'ai commencé les cours et il fallait que j'ai demandé encore de l'aide à la Guinée. Vous pouvez imaginer quand on part, on se dit que quand nos enfants vont à l'extérieur, c'est pour nous apporter de l'aide. Et moi, c'était le contraire. Donc, il fallait que je revienne auprès de la maman qui a commencé à me soutenir encore et qui continue à me soutenir. Donc, j'ai payé les études là-bas, j'ai payé l'institut, j'ai parti suivre les cours. C'était 2 jours de cours par semaine ou avoir 3 jours. Donc, une semaine, 3 jours, c'était rien. Donc, il fallait que je trouve quelque chose à faire pour au moins combler les autres jours qui suivaient. Donc, c'est ainsi que je suis allée aussi dans une académie de mode. Voilà, comme vous voyez là, j'ai appris là-bas le stylisme. Mais Marie ne pouvait plus continuer. En Égypte, les choses sont difficiles pour les étrangers, surtout pour ceux qui ont la peau noire. Une fois même en Égypte, j'étais même de passage avec une amie en pleine rue. Quand je me suis retournée et que j'ai vu sur ma tête un caillou, d'où le caillou est venu, je ne sais pas. Donc, en fait, à longueur de journée, on se sentait vraiment ségrégués, on se sentait humiliés. On nous traîne, nous les Africains, en fait, les pays maghrébins se disent que les Africains sont des animaux. En fait, c'est un peu comme ça. Ils disent que la peau noire est synonyme c'est le descendant des chiens et ainsi de suite. Pour Marie, il est urgent de rentrer au pays pour éviter un jour de se retrouver aux urgences, car en Égypte, il y a pire que les injures, la ségrégation. Et si ça arrive à mes amis, ça pourrait un jour m'arriver. J'ai vu des filles en Égypte qui se sont fait emprisonner à tort. En fait, c'était quoi le problème quand elles travaillent avec les employeurs? Si la fin du mois, les employeurs n'ont pas les moyens de payer ces travailleuses, donc elles inventent juste des histoires, elles m'ont volé quelque chose. Donc ces filles se retrouvent en prison, chaque jour fouettées, qui s'est peut-être violée aussi, parce qu'il y a des cas, ça arrive. Aucune justice pour les étrangers. Les ambassades ne peuvent rien faire non plus. Plus de temps à perdre. Marie demande des retours volontaires. Ici encore, la photo dissimule la souffrance. Je suis allée après ma formation à l'Union, au siège de OIM en Égypte. Donc, je suis allée les voir. Je les ai dit, voilà, écoutez, j'étais là parce que je voulais voyager et ça n'a pas marché. Mais maintenant, je voudrais rentrer chez moi, tranquillement, sans pression. 2 mois et après ces 2 mois, je me suis retrouvée en Guinée. 19 cm, ça fait la partie où il y a le bassin. De retour en Guinée, elle se lance dans la couture. Son parcours lui a coûté quelques 70 millions de francs guinéens. Une somme qu'elle ne regrette pas d'avoir dépensée, mais qui l'aurait amenée plus loin. Quand un enfant dit à sa famille, papa, maman, donnez-moi 30 millions, je vais monter une activité. La famille ne pourra pas trouver ces 30 millions pour monter l'activité. Mais si un enfant, par exemple, dit à sa famille,
trouvez-moi 30 millions parce que mon ami peut m'aider pour aller en Europe. Et généralement, cette somme, même si ça n'existe pas, même s'il n'y en a pas, la famille va créer ses moyens pour trouver cette somme afin que cet enfant puisse aller. Parce qu'on a tendance à penser que l'Europe, c'est le luxe, l'Europe, c'est l'argent, l'Europe, c'est la richesse. Donc, c'est un peu ça, le problème. Avec son statut, l'OIM lui offre un stage à l'hôtel Palme Camayen. Malheureusement, le Covid-19 chamboule tout. Elle fait alors la couture avec un seul rêve, pas celui de partir, mais d'ouvrir son propre atelier de couture moderne. Et voilà qui met fin à ce journal réalisé par Mohamed Damaro Kamara. Il a été coordonné à la régie par Lamine Sidibé et Cheikh Kaba. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Bonne soirée.